podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une femme qui a fait plusieurs courses, dont des courses de route, des courses en sentier, 2 marathons, puis aussi le tour d'une île de 200 km à Hawaï. Donc, Cléo Achard, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir de pouvoir partager. Ah, ben écoute, plaisir partagé. Moi, je suis curieux de savoir, Cléo, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Le sport est arrivé assez tôt dans ma vie. Je pense que j'étais en France en primaire, 7 ans. J'ai commencé par faire du basket, donc un sport d'équipe que j'ai absolument adoré. Extrêmement ludique, à la fois ludique, stratégique, et puis assez cardio aussi. Donc, j'ai passé des grands moments avec mon club de basket. Et puis, à l'adolescence, tout le monde a grandi, euh, et pas moi, en tout cas, beaucoup moins que les autres. Donc, rapidement, en fait, j'étais vraiment la plus petite et de loin. Et puis, également, on a changé d'école chacune. Donc, tout s'est distendu. Et puis, résultat, fin de l'adolescence, j'ai arrêté ce sport que j'aime toujours. Mais il n'y avait plus les conditions qui faisaient que c'était aussi agréable d'y jouer. Donc, j'ai arrêté. Donc voilà. Après, j'ai arrêté pendant une petite période. Et puis, j'ai découvert un autre sport. Là, j'étais fin de l'université. C'est mon conjoint actuel qui m'a fait découvrir. C'est l'escalade. Hmm. Je connaissais pas du tout. J'avais jamais été attirée euh, par ce sport. J'ai le vertige. J'ai peur du vide. J'ai peur de manière générale de prendre des risques. Donc, c'était vraiment pas un sport auquel j'avais pensé. Et en fait, je me suis aperçue que c'est extrêmement, pareil, extrêmement ludique. J'ai euh, vraiment adoré. Il y a un aspect aussi de réflexion où il faut trouver la bonne solution pour grimper chacune des voies. C'est pas forcément la force qui est importante, mais ça va être la manière de bouger son corps, de tenir les prises, de se positionner, etc. Et puis, il y a un aspect aussi, moi que j'aime beaucoup, c'est l'aspect nature. Donc, s'entraîner en salle, mais dès qu'on pouvait, on allait explorer les 4 coins de France pour découvrir de nouveaux sites d'escalade. Donc, passer la journée dans la nature, faire du sport. Euh, Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. On s'était acheté une petite voiture, puis on dormait au pied des voies et en fonction de la météo, on changeait de site quand la météo s'y prêtait plus ou moins. Donc, ça, je me suis beaucoup investie dans l'escalade. Donc, j'en faisais 3 à 4 fois semaine, voire plus. Et, Hey, et également, mais je ouais, suis pardon. curieux de te poser une question. Est-ce que tu as vu Alex Honnold qui a grimpé le gratte-ciel? Oui, mais non. Moi, j'aime l'escalade sans risque. Donc, euh, Ouais. Ouais, le, c'était stressant comme. c'est ça. Quand je faisais l'escalade, c'était toujours, la plupart du temps, à part dehors, quand je devais, c'était encordé, puis pas en tête, donc en moulinette. Donc, tu sais que si tu tombes, tu tombes de Ouais, pas haut. c'est pas mal plus sécure, ouais. Ouais, donc c'est très sécure. Donc, euh, moi, paradoxalement, ce que j'aime dans l'escalade, c'est que c'est peu risqué. Puis, mais quand même, l'idée de défier les droits de la gravité apparente, ça, c'est vrai que j'adorais ça. Pouvoir grimper sur un mur ou sur une, une paroi déversante et toi-même, tu sais pas comment tu fais pour tenir, mais ça tient. Mhm. Ça, Ah, mais c'est très stratégique, hein, l'escalade. Oui, oui, il y a du stratégique, il y a aussi de l'intuitif, parce que quand tu es
sur une barre droite défersante, tu n'as pas forcément le temps de beaucoup réfléchir à comment tu vas tenir la prise. Il faut juste Ouais. que tu trouves la solution. Donc, il y a beaucoup de l'instinct aussi. Mais effectivement, après, de la réflexion sur, OK, comment j'aurais pu mieux passer, etc. Donc oui, il y a les deux. Et puis, il y a un aspect aussi, moi, que je trouve que j'ai adoré, qui a été très important pour moi, qui a été quasi méditatif dans le sens où quand tu fais d'escalade, tu peux pas faire autre chose. C'était à Hmm. 100% concentré sur ce que tu fais. Ah ouais, Et, c'est clair. euh, et ça, T'es, j'ai t'es beaucoup obligé aimé. de faire de la pleine conscience, là. Tu peux pas, Exactement. tu vas pas préparer à ça va être quoi ton lunch pour souper demain, là. C'est ça, c'est pas possible. Donc, Ouais. et quand toi, tu grimpes, mais aussi quand tu fais grimper l'autre, c'est pareil, tu as besoin d'être 100% là. Mhm. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, c'est un sport individuel, mais tu le fais en communauté. Déjà, tu es obligé d'avoir un partenaire, donc tu le fais forcément à deux. Donc, Ouais. mine de rien, cet aspect duo, euh, moi, j'aimais bien aussi. C'est-à-dire que j'allais pas faire du sport seul. Là, j'y allais à deux et puis en communauté, parce que les gens qui grimpent, ben, ils ont souvent quand même partagent des mêmes valeurs de nature, pareil, de se dépasser, mais en même temps, il y a une certaine, c'est se dépasser, mais dans un certain, comment ça s'appelle? Retenu non plus, c'est pas que l'explosif. Il y a, Hey, il y a un aspect communautaire, fraternité, un peu comme dans le trail running, je trouve. ouais, complètement, euh, très fort. Il y a beaucoup de respect de la nature aussi, moi, que je trouve vraiment cool de ce sport-là. Pour en avoir fait un peu à Squamish, des endroits de bouldering près de Ouais, Vancouver, là. tout à fait. Respect de la nature, communauté, on se donne des conseils. Et puis, je trouve aussi humilité, parce que Ouais. le, le mur, tu sais toujours que c'est lui qui va être le plus, quoi, le plus fort, que ça peut être difficile et que tes limites, tu les vois, tu les sens à chaque fois. Mhm. OK, super ça. Donc, fait que tu as fait quand même longtemps d'escalade. Ouais, j'en ai fait longtemps. Euh, et en fait, on a fait une pause. Bah, quand on a décidé de venir s'installer au Québec, c'est là où on a un petit peu ralenti pour plusieurs raisons. Bah, déjà, à l'époque, quand je suis arrivée au Québec, il y a quand même 20 ans, l'escalade était moins développée que maintenant, euh, Hmm. notamment à l'extérieur. C'était plus de l'escalade traditionnelle, donc où c'est le grimpeur qui doit lui-même poser ses propres protections et donc c'est plus risqué. Moi, j'étais moins à l'aise avec ça. Et puis, bah, j'ai eu des enfants et alors là, avec une double césarienne et puis le fait que c'est difficile de grimper quand il y a un et puis ensuite deux enfants de bas âge autour de soi. Il y a une très grosse pause escalade bah, à ce moment-là pendant 7, 7 ans à peu près, avant qu'on OK. reprenne progressivement, qu'il y ait des babysitters qui rentrent en jeu, etc. OK, Donc voilà. cool. Puis, est-ce que tu fais de l'escalade intérieure aussi? Oui, ouais, ouais. Là, bah, je vais dire au quotidien. De manière hebdomadaire, là, on fait surtout de l'escalade à l'intérieur. Euh, Mhm. la saison de grimpe, quand même, à l'extérieur au Québec est relativement limitée. Donc, Ouais. pour l'instant, c'est... Est-ce que tu as déjà fait de l'escalade de glace? Non, 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 non. Ouais, ça, c'est un peu intense, hein? C'est ça. Et puis, pareil, j'ai quand même entendu dire que il y a des belles chutes qui peuvent être assez douloureuses. Donc, bon, Mhm. ça m'attire un petit peu moins. OK. OK, ouais, je comprends. Puis, à quel moment que la course à pied est arrivée pour toi, à moins qu'il y ait eu d'autres sports avant? Non, il n'y a pas eu vraiment d'autres sports avant. En fait, la course est arrivée. La course a toujours été un petit fil conducteur, mais vraiment euh, question de me dépenser un petit peu, mais c'était des 3-4 kilomètres pour acheter des croissants à la famille, pas beaucoup plus. Et puis, mon conjoint est prof
Et donc, les profs ont la possibilité d'avoir des années de ressourcement tous les 7 ans et donc de pouvoir aller potentiellement dans des pays étrangers, s'installer pendant un an. Donc nous, on a décidé d'aller à Hawaï juste après la Covid, donc c'était en 2022. Et moi, je travaillais également, mais pour continuer à travailler, à télétravailler, j'avais adapté mes horaires aux horaires québécoises. Résultat, je travaillais de 4h30 du matin à 12h30, heure d'Hawaï. Et après, avant que mes enfants rentrent de l'école, j'avais un petit peu de temps. Donc, c'est là où j'ai commencé à courir régulièrement, quelques kilomètres. Et à la fin de mon séjour là-bas, il y avait le marathon d'Honolulu. J'ai pas choisi de faire le marathon, mais le 10 kilomètres. Et donc, vraiment, c'était amateur total, vraiment pour pur plaisir. J'avais pas de montre ni rien. Et je suis arrivée 13e. Et là, je me dis, waouh, euh, c'est dingue quand même. Pour quelqu'un qui s'entraînait qui s'entraînait pour le plaisir, mais avec C'est ça, aucune structure sérieuse, là. exactement. Et 13e, ça m'a fait réfléchir. Et puis surtout, j'avais pris tellement de plaisir. Je me rappellerai toujours de l'arrivée de ce 10 kilomètres au pied du volcan de Diamond Head à Honolulu, absolument magnifique, un lever de soleil. C'était grandiose et une ambiance dingue de ville pendant ce marathon-là. Je me suis dit, bon, bah, ça me donne envie de continuer et puis peut-être de le faire un petit peu plus sérieusement. Donc, quand je suis rentrée à Montréal, j'ai décidé de m'inscrire à un club de course. C'était juste à côté de chez moi. Donc, en allant m'acheter des chaussures, j'ai vu ce club exister. Et, euh, De et course là, sur route? ouais, course sur route, ouais, tout à fait. OK. Donc, là, c'est comme ça que tout a commencé avec ce club. OK, OK. Donc là, j'imagine la routine s'est installée un peu plus, puis tu as commencé à vouloir plus performer, j'imagine, ou être plus. Ah non, alors, performer, alors moi, c'est un terme que qui fait pas du tout partie de mon vocabulaire de course. Moi, c'était vraiment pour le plaisir et l'équilibre global. C'est-à-dire que Mhm. mon travail est important, mais pour pouvoir aussi évacuer tout ce que, quand même, Ouais. une certaine stress, etc. Puis aussi me retrouver. Moi, la course, en fait, mon grand plaisir en course, c'est d'écouter des podcasts, de pouvoir euh, m'enrichir sur des sujets euh, extrêmement hétéroclites ou tout simplement de pouvoir penser à rien et puis me vider, écouter de la musique ou quand j'ai la chance de pouvoir courir dans la nature. Mais l'aspect performance, pas du tout. Euh, mais en même temps, le fait d'avoir un objectif, je trouve que c'est utile. Ça me permet quand même d'avoir une certaine rigueur et puis de me dépasser, notamment avec des séances d'intervalle que j'adore, là, 2 fois par semaine, où je vais aller un petit peu chercher mes limites. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Donc, ça fait partie du plaisir. Mais j'ai envie de dire, la course à la fin, là, ce qu'on vise, l'objectif, c'est la cerise sur Sunday, mais l'important, c'est, en tout cas, moi, le plaisir pour moi, c'est tout l'aspect préparation et puis le quotidien. Mhm. OK. Ah, super ça. Puis, à ce moment-là, tu courais environ combien de fois par semaine? Je pense que quand j'ai commencé, j'ai dû courir, je devais courir 4 ou 5 fois par semaine. En fait, moi, j'avais complètement inscrit dans ma routine, parce que j'avais quand même des enfants en bas âge, et puis Euh, rapidement, en fait, dans le club de course, les nombres de kilomètres à courir, c'était 10, 12, 14 kilomètres. Donc, pour les caser dans mon agenda, moi, j'avais continué à avoir les mêmes horaires que quand j'étais à Hawaï. Donc, je me levais à 4h45 du matin. J'allais courir mes 10, 12, 14 kilomètres. Et comme ça, j'étais de retour pour le lever de mes enfants, 6h15, 6h30, avant qu'ils aillent à l'école. Donc, en gros, je courais
ouais, cinq fois, puis semaine, et rapidement, ensuite, j'ai augmenté 6 fois par semaine. J'ai même eu un moment où je courais 7 fois par semaine, mais je me suis dit, bon, c'est pas mal aussi de se faire un petit jour de repos. Mais c'est devenu tellement un besoin quotidien que euh, j'ai augmenté rapidement le nombre de jours pour lesquels je courais. OK, OK. Puis là, c'était quoi ton objectif après 10 kilomètres, j'imagine, de préparer un demi-marathon? Ben, c'est ça. Alors, mon objectif, j'étais quand même beaucoup aiguillée par mon coach. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouvais extrêmement agréable, le fait de joindre un club de course. C'est l'idée aussi de mettre et d'avoir un programme défini par une tierce personne, l'idée de mettre son cerveau en pause, de lui faire complètement confiance. Et donc, on me disait, bah, prochain objectif, tu devrais courir un semi-marathon. OK, bon, bah, c'est ça mon objectif, je vais courir, premier objectif, un semi-marathon. Le marathon, c'est attends au moins de courir 1 an avant de pouvoir viser le marathon. Donc, j'ai suivi ces conseils-là. Donc, ma première année de course, je n'ai fait que bah, mes plus longues distances étaient des semis. J'en ai couru 2. Et la deuxième année, c'est là où j'ai couru mon premier marathon. OK. Puis moi, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé ton premier demi-marathon. Waouh! Alors là, c'était extraordinaire. Euh, donc, pour moi, ça a été vraiment mon coach. Je l'ai adulé. Ça a été un vrai magicien. Euh, Pendant tout l'entraînement, on ne s'était jamais entraîné j'avais jamais couru plus de 30 ou 40 minutes à vitesse marathon. Et, et tout d'un coup, la magie opérant, le premier semi-marathon, de courir pendant, en l'occurrence, je pense que je l'avais couru en 1h35, euh, de pouvoir courir pendant tout ce temps-là à une vitesse V21. Euh, J'avais trouvé ça absolument extraordinaire. Je me rappelle encore, j'avais une playlist que m'avaient faite des amis, mes enfants, mon conjoint, etc., qui était ultra entraînante. Donc, je me rappelle juste danser en train de courir, je me sentais super bien. Donc, c'était un pur moment de magie et de plaisir. Même si le parcours en tant que tel n'est pas le parcours le plus incroyable qui soit, mais les conditions faisaient que j'étais sur un petit nuage. Puis c'était quel événement au juste? C'était Longueuil. Ah, oui, oui, oui. Qui est au printemps, je crois? C'est ça, ouais, exactement. OK, OK, ouais, ouais, j'ai déjà couru cet événement-là. Super ça. Ben, crime, c'est pour quelqu'un qui est pas dans la performance, c'est quand même un bon temps pour un premier demi-marathon, je trouve, moi. Ouais, mais moi, je me rendais pas compte, hein. J'avais appliqué les temps, les vitesses que mon coach m'avait dit. Puis c'est juste en revenant, je pense, au club de course, je me suis dit, ah, moi, j'ai fait un 35. Waouh, un 35, c'est ton premier? Ouais. J'avais aucune référence, en fait, de qu'est-ce qui était, euh, c'était quoi, en gros, les, les temps moyens, etc. Donc, c'est petit à petit que je me suis dit, ah ouais, tiens, c'est peut-être. Euh, les gens me disent que c'est bien, bah, ça doit être bien. Mais moi, je suis curieux de savoir de ce que je comprends, l'idée d'avoir un coach est arrivée quand même rapidement pour toi. Euh, oui, 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 c'est arrivé rapidement. Euh, c'est vrai, à partir du moment où je me suis dit, tiens, j'ai envie de le faire sérieusement. Et surtout, mais je pense que c'est arrivé rapidement, mais c'est aussi une question de hasard. Je suis allée m'acheter des chaussures, j'ai vu qu'il y avait un club de course. Je pense que la personne qui m'a servi, c'était déjà à l'époque ce coach-là. Il a réussi à me convaincre que ça pourrait être intéressant de m'inscrire au club. Euh, Moi, je suis toujours prête à tester de nouvelles choses. Donc, je dis, OK, oh let's go, je vais tenter ça. Donc, et une fois que j'y ai goûté, effectivement,
j'ai adoré faire partie de ce club, être coachée. Et puis j'ai une confiance absolue dans ce coach. Donc, c'est vraiment agréable ben, de suivre finalement un plan qui est tracé pour soi. Je n'ai pas à me poser de questions. Et puis, Mhm. Ouais, mais je trouve ça intéressant de la façon que tu l'as amené parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est un peu sécurisant dans le fait de suivre un plan. Puis en même temps, il y a comme un plus grand lâcher-prise, j'ai l'impression. Parce que tu ne te poses pas la question de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. C'est dans le plan, c'est là, puis parfait, ça va être ça, puis ça va fonctionner selon l'objectif que je prépare. ah oui, mais tu as tout à fait raison. Et puis, moi, je trouve quoi, dans la vie, en tout cas, que je pense on a 15 000 décisions à prendre sur tout, au Hmm. travail, avec les enfants. Puis là, d'avoir un domaine où on n'a pas à se poser de questions, pour moi, c'est un grand luxe. Et puis en plus, bah, le fait que je lui fasse complètement confiance, ça fait que c'est encore plus agréable. Mais effectivement, tu as raison sur ce point. Mhm. Super. Fait que après ton demi-marathon, t'as continué à. Tu dis que tu as fait deux demi-marathons, je pense, dans la même année. C'est ça. Donc après, il y a eu le petit train du Nord. Donc, j'étais là, attirée l'aspect nature, etc. Je l'ai couru, j'ai beaucoup aimé en 1h28. Là, j'ai re-regardé mes temps parce que moi, j'oublie tout ça. Pour moi, c'est comme je te dis, c'est pas le plus important. Mais Mhm. euh, donc, j'avais un petit peu progressé. Et donc, ça, la première année, j'ai couru ces deux semis-là. OK. Ah, mais c'est très bon comme deuxième demi-marathon à 1h28. Si tu lis. Non, mais il y a des gens que ça va prendre 5 10 ans de progression avant de briser là, 1h30. Là. Moi, je suis Ouais. très loin de ça. Là. Oui, mais tu as raison, mais il y a un côté, moi je me sens très chanceuse. Il y a un côté, parce que je m'entraîne pas plus que les autres, je fais rien de plus que les autres, donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être des prédispositions qui font que, mais Mais il y a aussi, je- probablement aussi le basketball que tu as fait une bonne partie de ton enfance, adolescence, qui a quand même forgé de la rapidité parce que basketball, c'est beaucoup de. C'est un peu des intervalles. ouais, effectivement, il y a peut-être un petit peu de ça. Euh, ouais, je sais pas. En même temps, bon, Ouais. le basket, j'en faisais, mais c'était pas non plus la haute compétition, hein. Ça restait un basket municipal. Super. Puis, comment c'est venu à l'idée pour toi de courir un marathon? C'était-tu vraiment quelque chose auquel que tu aspirais faire? Non, pas du tout. À la base, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu, j'allais dire insane, mais oui, absurde de courir un marathon, de risquer de se blesser, pourquoi, quoi. Mais en Ouais. même temps, bon, il y a quand même un aspect symbolique, mythique, etc. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais tester. À chaque fois, c'est bon, bah, euh, je vais expérimenter, puis je verrai si ça me plaît ou pas. Donc la deuxième année, l'idée, c'était aussi de voir, moi, est-ce que ça me plaît de courir, de m'entraîner pour un marathon. Donc, ça a été plus ça. Puis en même temps, bon, bah, quand tu es dans un club de course, puis en tout cas, celui-là, c'est quand même le- l'un des objectifs ultimes, j'ai envie de dire. Donc, c'était assez naturel, finalement, la deuxième année, d'essayer de viser cette distance. Mhm. Puis, tu sais, c'est quand même aussi plus de temps d'investissement, là, du moins pour les longues sorties. Fait que ça monopolise un petit peu plus les temps libres. C'est vrai, effectivement. Tu as raison. Euh, bah, c'est un petit défi de plus, mais en même temps, j'ai quoi, c'est surtout les sorties longues la fin de semaine, mais on s'était mis d'accord avec mon conjoint sur. Alors, en fait, je lui avais posé la question avant de m'entraîner pour le marathon en disant est-ce que tu serais prêt que bah, une matinée par semaine, par fin de semaine, je le consacre à m'entraîner pour le marathon et donc résultat, c'est toi qui t'occupes des enfants. Puis, donc, une fois que
on s'était mis d'accord. Moi, je culpabilisais pas d'aller courir parce on s'en était parlé, on s'était entendu là-dessus. Euh, donc, ça a bien fonctionné. Mhm. Puis, comment t'as trouvé ça, faire des plus longues sorties comme 30 kilomètres et... Ben, moi, j'aime beaucoup. Puis, les sorties longues, surtout, c'était pour préparer un marathon à l'automne. Donc, c'était beaucoup en période estivale. Donc, j'avais le temps d'aller dans la nature, explorer des parcs à côté à proximité de Montréal, etc. Donc, moi, sortie longue, j'adore. C'est- je me sens bien. OK, OK, super. Fait que l'entraînement, de ce que je comprends aussi, ça s'est quand même bien passé. Oui, oui, oui. Non, ça s'est très bien passé. Euh, puis, ouais, c'est juste un pli à prendre. Pareil, les enfants, ils comprennent bien que pour que leur mère soit heureuse, soit patiente avec eux, il faut qu'elle aille se défouler un petit peu. Donc, tout le monde comprend que c'est quelque chose qui était important pour moi. Et moi aussi, je suis persuadée que pour être une bonne mère, pour être une, une professionnelle aussi pleinement compétente, il faut aussi s'accomplir dans d'autres pans de sa vie plus personnels. Donc, euh, donc j'étais aussi très à l'aise sur le fait que peut-être pendant une petite période, 3 mois, j'allais prendre plus de temps pour moi et être un petit peu moins être avec les enfants, le conjoint, ou ma Ouais, famille. puis une chose que je trouve qui est assez magique du sport, c'est quand on se priorise comme ça, ben tout notre entourage immédiat en bénéficie aussi parce qu'on est plus disponible, on est plus heureux, on prend soin de nous. Ouais, non, c'est clair. Effectivement, pour des enfants heureux, faut des parents Hein. également qui ont qui sont heureux, qui ont cet équilibre, je pense qu'il me paraît important d'avoir du temps pour chacun de soi. Mhm. Puis, le marathon, je crois que c'était Toronto, c'est ça, hein? Oui, c'était Toronto. Euh, c'était le choix de Toronto c'était l'un des événements de course du club. Donc, c'était dans les deux, trois marathons que plusieurs personnes du club euh, s'étaient fixées de courir. Donc, moi, j'aimais bien. C'est une ville que j'adore. Donc, je connaissais déjà des parties du parcours, etc. Euh, donc, on est parti à plusieurs du club ensemble. Et puis, euh, le premier, les premiers carbon load, les 2 jours de préparation, on l'a vécu à plusieurs. J'ai aussi beaucoup appris pendant cette période de préparation. Moi, je m'étais pas vraiment poser la question de comment vivre ces 2 jours précédents. Là, le fait de le vivre à plusieurs, euh, ça a été aussi un apprentissage sur les bonnes pratiques de préparation. Donc, j'ai beaucoup aimé le avant-marathon autant que le marathon en tant que tel. Mhm. Super, ouais. Puis c'est quelque chose aussi qui est différent de courir un demi-marathon puis un marathon. Tu sais, carb loading pour un demi-marathon, c'est plutôt rare que j'entends ça. Mais pour un marathon, c'est un classique, là. Ouais, ouais, ouais. Puis ça fait une différence le jour J si tu réussis à quand même bien optimiser ça, là. Il paraît. Après, mon expérience est suffisamment limitée pour pas avoir pu tester différentes manière de faire cette préparation-là, mais en tout cas, cette fois-ci, euh, ça avait bien fonctionné. Ouais. Mhm. Puis moi, je suis curieux de savoir comment s'est passé ton marathon, Oui, finalement. alors, mon coach m'avait fixé comme défi, objectif de faire donc ce premier marathon en dessous de 3 heures. Euh, Au final, je suis arrivée à 3 heures et 32 secondes, donc j'ai pas complètement relevé le défi, mais j'étais quand même très heureuse d'être arrivée, d'avoir expérimenté ça. J'ai adoré
le parcours. Euh, et puis, donc, ça a été euh, une très belle expérience. Euh, et puis, en même temps, quand je suis arrivée 3 heures et 32 secondes, il y a mon conjoint qui m'a dit, mais ton objectif, c'était 3 heures, en dessous de 3 heures. Pourquoi t'as pas accéléré pour les 32 secondes qui te manquaient? Et là, sa question, j'ai trouvé ça génial parce que ça montrait toute l'absurdité de deux mondes, en fait, entre le monde des gens qui courent, qui savent que 32 secondes, c'est beaucoup finalement. Mhm. Faire mieux sur un marathon de 2 secondes, bah oui, certes, c'est sur 32 secondes sur 3 heures, mais pour les gagner, c'est, c'est pas si simple que ça. Et puis, quelqu'un d'externe qui dit, 32 secondes, c'est rien, en fait. Juste cours plus vite le- sur les 500 derniers mètres. Et donc, j'ai beaucoup aimé sa remarque. Et puis, en même temps, c'était assez proche de moi, ma propre réflexion qui dit, bon, courir pour un temps, c'est sympa, ça met un objectif, etc. Mais il y a un côté complètement absurde de, de courir pour gagner quelques secondes, quelques minutes d'année en année. Euh, donc, euh, donc à la suite du marathon, j'étais très heureuse, mais je me suis dit, bon, bah, voilà, en gros, j'ai fait ce que je voulais, j'ai testé, expérimenté un marathon, j'aime bien ça, mais courir pour un temps, bah, c'est peut-être pas non plus l'élément qui me motive le plus. Et par la suite, j'ai peut-être plus envie de courir en nature, donc d'expérimenter le trail plus que la course sur route. Je me suis dit, Mhm. l'année prochaine, donc ma troisième année, je vais continuer à courir un petit peu sur route, mais en explorant plutôt l'aspect sentier. Euh, donc voilà. Ok, super. Puis moi, j'aimerais ça faire du push sur un truc que tu as dit qui m'intéresse beaucoup. Tu sais, courir. Moi, les gens que je vois souvent qui courent juste pour un temps ou qui sont trop obsédés de ça, à un moment donné, leur motivation s'écroule parce que c'est pas tant une motivation saine. Puis tu sais, même un marathonien, là, élite ou un Olympien, je pense qu'il faut que le plaisir soit dominant avant de courir pour un temps parce que c'est pas vraiment quelque chose qui est très très sain, là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi là. Ben, mais c'est ma perspective, là. Je comprends qu'il y a des gens, puis pour d'autres personnes aussi, c'est comme un pilier de motivation, puis c'est correct. Mais je pense que si ça devient trop seul focus, il y a quand même un danger, puis il peut avoir une facture à payer, entre guillemets, là, d'être trop focus sur ça, là, mais ça reste ma perception. Je la partage entièrement. Pour moi, le plus important, c'est de courir pour le plaisir au quotidien. Et puis, comme je te disais, finalement, le temps au marathon, ou à n'importe quelle autre course, c'est juste un petit plus éventuel, mais qui peut ou n'arrivera pas. Mais le plaisir, il doit se faire au quotidien. Mhm. Ouais, puis pour revenir aussi à ce que tu disais, 32 secondes, c'est quand... Ben, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même gros parce que des fois, ça a l'air de rien, mais sur 3 heures puis tout, mais tu sais, on est brûlé après 30 kilomètres, après 35, puis c'est mental, là, cette épreuve-là, puis il faut que tu continues à te conditionner à garder cet effort-là consistant, puis des fois d'en demander plus, puis en plus pour un premier marathon qui est clairement un Qualified Boston, c'est vraiment excellent, là. Fait que je pense que t'as de quoi d'être fier de ça. Oui, je suis genre, fière, je sais pas, je suis contente, mais fière, j'ai l'impression juste d'avoir suivi un plan et que le magicien, c'est pas moi, c'est mon coach, quoi. Donc, euh, moi, je fais qu'exécuter. Et effectivement, si ça donne 3 heures, c'est peut-être, bah ouais, Mais c'est. Non, mais c'est parce que. Est-ce que tu sais qu'à quel point c'est rare des gens que leur premier marathon
réussissent à se qualifier pour Boston. Il y a des gens, là, ça fait 10 marathons qui courent, qui veulent arriver à ce stade-là. Puis il manque encore quelques minutes, puis... Oui, ben, oui, j'imagine. Mais encore une fois, je me sens très chanceuse. Je ne sais pas quoi dire. Alors, Ouais, chanceuse, reconnaissante de mon corps, de mon entourage, de tout. ouais, ouais, Mais ouais. je fais pas grand-chose de plus que tous ceux qui courent comme moi avec les mêmes intensités et la même volonté, la même détermination et la même rigueur aussi. Donc, euh, effectivement, je suis reconnaissante de ça. Mais... Mais en tout cas, je voulais juste te partager que, tu sais, je connais quand même des gens qui essaient puis qui n'y arrivent pas, donc c'est quand même très, très bien, là. Donc, super. Fait que après ton année qui était beaucoup centrée autour du marathon, tu as décidé d'aller plus courir en sentier, tu disais? C'est ça. Et puis, j'avais envie d'autres expériences. Euh, également, bah, tu sais, pas courir que pour moi non plus. Je trouvais qu'il y avait un côté assez égoïste. Courir pour un temps, bah, c'est fierté personnelle, tout ça, oui, bon, ok. Mais j'avais envie aussi de quelque chose de plus pour autrui. Et je suis tombée sur un podcast qui parlait d'une course, la course Cryo, qui est une course bon, il y a plusieurs distances, mais pour lever des fonds, pour offrir des aventures sportives à des enfants atteints de cancer. Et moi, ça me rejoignait beaucoup. Mon père est décédé d'un cancer. J'ai des amis proches qui sont décédés aussi de cancer ou qu'on en a eu un. Donc, la cause me touchait. Et puis, le fait aussi que le sport peut permettre à des enfants de retrouver une certaine confiance en eux, esprit même de communauté, etc. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et puis le fait que ça soit en plein hiver sur le lac Saint-Jean, il y avait une des courses qui était notamment la nuit, euh, ça m'a convaincue. Donc je me suis inscrite à cette course qui a lieu en février, un 35 km qui s'appelle l'Étoilée. Et Qui est la traversée du lac, finalement. exactement. Je pense que c'est sur la largeur, si je me trompe pas. Long. Non, ben, ils ont changé de trajet à plusieurs reprises, puisque les premières éditions, il y a eu peu de personnes qui finissaient cette course-là. Les conditions étaient quand même ont été certaines années assez extrêmes. Mhm. Euh, donc j'étais bien curieuse pareil, d'expérimenter cette course, mais surtout ce qui m'intéressait et ce que j'ai adoré, c'est la préparation à cette course. Et surtout, l'aspect que je retrouvais aussi un petit peu dans l'escalade et même dans d'autres sports comme le surf, d'humilité. C'est-à-dire que je pouvais me préparer autant que je le pouvais. Ben, au final, la nature aurait toujours son dernier mot. C'est-à-dire que les conditions le jour J Mhm. pouvaient faire que la course prendrait une tournure euh, que j'avais pas forcément imaginé. Donc, Mhm. je me suis vraiment préparée à chaque niveau de température, s'il faisait -30, s'il faisait -35, s'il faisait -25. Donc, j'avais mon équipement, mes habits, mes stratégies pour à 5 degrés près. Je savais exactement comment il fallait que je m'habille pour bien vivre une course là, c'était 35 km. Et puis, le jour J, bah, finalement, ça a été effectivement Dame Nature on a décidé autrement. Il a fait finalement trop chaud. Donc moi, j'avais rencontré plein de personnes qui avaient couru la course les années précédentes, justement, pour essayer de me préparer au mieux. Et puis elles m'avaient toutes décrit à quel point il avait fait froid, elles étaient gelées, ta, 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 ta. Donc là, le froid, c'était bon, j'étais parée. Mais là, sur la chaleur, j'étais pas préparée. Donc, dans le Puis sens, surtout en hiver au Québec, là. c'est ça. Et donc, là, quelques jours auparavant, il avait fait particulièrement chaud. Donc, la neige avait beaucoup ramolli.
Et le jour J, il faisait moins 5 degrés, quelque chose comme ça. Donc la neige était toute, ouais, était pas du tout dure, alors que normalement elle aurait dû être, elle avait été tapée, mais en fait ça donnait rien. Donc les 35 kilomètres, bon, je m'étais préparée un petit peu à courir en raquette, mais là, 35 kilomètres, c'était impossible de faire autrement qu'en raquette. J'étais quand même beaucoup moins habituée avec tous les pieds quand même qui s'enfonçaient, etc. Donc ça a été, et puis il y avait aussi un temps limite que, en fait, j'étais passée, mais qu'ils ont reculé au fur et à mesure de la course parce que sinon, euh, ils auraient, ils auraient éliminé trop de personnes. Et là, je suis allée chercher, j'ai beaucoup aimé, mais je suis allée chercher très, très, très loin dans mes ressources. Et ce que j'ai bien aimé, je dis toujours, ce type d'expérience-là, ça permet aussi de se découvrir. Parce que bon, je m'étais imaginé quels seraient mes facteurs de motivation si ça devenait dur. Puis je pensais, je penserais à mon père, à mes amis, voilà, au final, vivre quelques heures de course pénible, c'était rien par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et en fait, dans, dans le, sur le moment, c'est pas du tout à eux que j'ai pensé. C'est à mes enfants en disant je peux pas abandonner, je leur dis toujours persévérer. Donc là, ça doit être extrêmement dur. Je peux pas revenir à la maison et dire bah non, désolé, en fait, c'était trop dur, j'ai pas fini. Donc ça a été une épreuve vraiment très intense. J'ai mis plus de 5 heures. Je pouvais plus marcher. J'ai passé la ligne. Je pouvais vraiment plus mettre un pas devant l'autre. Euh, mais euh, mais d'un certain côté, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. Euh, et puis, donc j'étais très contente de la faire. Et puis, effectivement, la cause pour laquelle je la faisais, j'ai été fière d'avoir couru pour cette cause-là. Donc, ça a été ma première, je veux dire, course en sentier, donc pas de dénivelé, mais par contre, forte intensité en termes de conditions. Ah, ben, félicitations. Donc, euh, donc voilà pour la première course. OK, OK, super ça. Puis, ouais, puis ça, c'est. Est-ce que ça. Ils ont gardé le format de 35 kilomètres malgré les météos, la météo chaude puis tout ça? Euh, le jour J, oui. Après, cette année, je pense que oui, continue le format continue. Ouais, ouais. OK. Ouais, non, mais ma question, c'était pour toi si la distance ou le parcours a Non, ils n'ont changé. pas, ils ont pas changé la distance, mais par contre, le temps limite, effectivement, ils l'ont rallongé, le cut-off. Donc, ils n'ont pas OK. éliminé les coureurs, même si je pense que le temps limite, c'était 4 heures et quelques. Et, donc, même ceux qui sont arrivés 1 heure plus tard, ils n'ont pas éliminé durant la course. OK, OK, super ça. Puis qu'est-ce que tu suggérerais à quelqu'un qui veut se préparer pour ça par curiosité? Euh, je pense effectivement de tester équipement à chaque degré de température, c'est quand même pas mal. Et également euh, courir en raquette dans la neige, donc prévoir les pires conditions qui sont pas forcément les plus froides, celles qu'on pense, mais d'être surtout prêt à changer ses plans le jour J, donc être à l'aise de courir raquette ou sans, moins 30 ou moins 5 et donc, ouais, une grosse préparation. Ben, Euh, être adaptatif, hein, je c'est pense. ça, Ouais. exactement. OK, OK, super ça. Fait que ça a bien commencé ta saison de course. C'est ça. Je voulais vivre des expériences, j'en ai vécu. Et donc, par la suite, j'ai continué sur le trail. Donc, je m'étais dit, toute l'année, ça va être du trail. Donc, j'ai fait plusieurs petites courses de trail. J'essaie moi aussi de me trouver des coachs en trail, etc. Et donc, j'ai adoré tous les week-ends, j'allais courir dans la nature, etc. À Montréal, je courais sur le Mont-Royal pour avoir du dénivelé autant que possible. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'apprentissage de faire la différence entre une préparation
course en sentier versus course sur route, puis à quel point finalement le fait d'être dans une communauté, on prend les normes rapidement de la communauté pour acquises, notamment course sur route, euh, le fait de courir un 30 km, par exemple, par semaine ou un 20 km pour les sorties longues, ok, déjà, c'est une belle distance. Mais là, les gens je m'étais inscrit à un autre club, le week-end, ils couraient un 50 km, quoi, le, le dimanche ou le samedi, un 50 km, un 60 km. Donc, en fait, les échelles changent complètement et, euh, et ça paraissait dans cette communauté complètement normal finalement de courir un 50 km une fin de semaine. Donc, se rendre compte à quel point finalement ce qui nous paraît exigeant ou quand on est dans une communauté peut être beaucoup plus relativisé dans une autre et inversement. Euh, Mhm. donc bon, je trouve que c'est intéressant quand même de voir cette différence en termes de, de référence finalement. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Puis effectivement, après, l'ambiance trail est, est très agréable aussi, très, très sympa. Je m'y rejoins aussi beaucoup sur le fait que rarement les gens, pas pour un temps là, mais peut-être pour une position, être le premier, le deuxième, ça me rejoint encore moins, j'ai envie de dire. Euh, Mhm. mais beaucoup pour aussi pour le plaisir et puis pour l'aspect nature. Donc ça, c'est sûr que c'est assez similaire à mes propres motivations. Donc, ça, j'ai bien Ouais, aimé. puis c'est ça, je reconnais aussi tes motivations d'escalade, là, d'aller dans week-end dans la nature. Ah ouais, Tu sais, aller courir un 30 km avec des amis un samedi, c'est un peu la même vibe, là. complètement, ouais. Ouais. Donc, et puis, petit à petit, courir en nature, c'est aussi bah, rapidement l'idée de voyager en nature, donc faire des week-ends en nature où je porte de quoi dormir et puis euh, dormir dans un trois toits, là, non, je sais pas trois murs et puis dans la nature et puis se faire deux étapes comme ça d'affilée. Euh, donc les courses de sentiers sont devenues des week-ends un petit peu nature, exploratoires de voyage, de découverte. Et, euh, et mon objectif était, à la fin, c'est le trail du Grand-Duc. Donc à l'automne, 35 km, moi c'était un petit peu ma course phare de l'année. Euh, Et donc, j'ai couru cette course en famille, chacun avait sa distance. Et c'est là où je me suis dit, euh, le trail, j'adore courir en nature, mais j'ai pas forcément envie de continuer à courir, à faire des courses de trail, parce que j'adore courir sur des sentiers plats, j'adore le monter, grimper, donc, dénivelé positif, j'adore ça. Mais alors les descentes, je déteste. Je ne sais pas descendre en courant. Donc, je voyais les gens qui me dépassaient, qui avaient des grands sourires, qui faisaient des pas immenses en descendant. Et moi, je souffrais pour essayer de ne pas me tordre la cheville à chaque rocher. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage de passer à côté de ce plaisir-là, qui a l'air d'être immense, mais j'ai l'impression de passer à côté d'un des plaisirs du trail. Euh, et bon, donc je me suis dit, course de trail, euh, c'est peut-être pas ça que je vais vouloir continuer à faire. Courir en nature, oui, mais peut-être pas des courses comme ça, en tout cas où il y a des dénivelés importants. Ok, ok. Puis sinon, est-ce que tu as fait d'autres courses que le Grand-Duc pour te préparer à ça? Oui, j'avais fait plusieurs autres courses. Alors, il y avait la clinique du coureur, je pense. Qui est quand même une course relativement technique. Ouais, je m'étais perdue. Mais je pense que c'est apprentissage aussi. Ils sont un petit peu idiots quand ça arrive, mais je pense que c'est un apprentissage nécessaire. Euh,
Et oui, j'avais dû faire deux, trois petites courses. Je ne me rappelle pas forcément les noms, mais je crois le Massif du Sud aussi. Donc, j'en avais fait aussi. Ouf, Massif du Sud, c'est quand même un endroit assez technique, ça aussi, là. Euh, Beaucoup de racines et des sentiers très techniques. ouais, ouais, ouais. Euh, mais encore une fois, étant donné que j'ai peu de références, j'ai du mal à juger, Mhm. mais bon, en gros, j'aimais bien, mais pas envie de m'y consacrer pour que ça soit un objectif pour les années qui suivent. Mhm. Donc, Ouais, je comprends. Mais je suis curieux de savoir comment que s'est passé ta course finale du Trail du Grand-Duc. bah, ça s'est bien passé dans le sens où mon objectif numéro un, c'était de ne pas me blesser. Donc, j'ai atteint mon objectif. Objectif numéro 2, c'était de savoir effectivement si je voulais continuer là-dedans, etc. Donc, la réponse est non, mais par contre, j'ai une réponse. Et sinon, j'ai adoré, en dehors des descentes, j'ai adoré le tracé, les montées, le petit plat final, où j'ai pu me faire plaisir aussi. Donc, très belle ambiance. Je trouvais que c'était un petit peu tard dans la saison, donc il n'y avait pas les couleurs flamboyantes de l'automne. Les feuilles étaient déjà toutes tombées, mais sinon, c'est une course oui, que je recommanderais, c'est sûr. Ok, ok, super ça. Puis ça a été quoi après ça, tes objectifs? Je sais qu'il y a eu le tour de l'île d'Hawaï qui est arrivé à quelque part C'est après ça. ça, hein? Effectivement, on avait décidé de retourner à Hawaï pour des questions vraiment pratico-pratiques. Actuellement, les billets étaient à des prix défiant toute concurrence. Mes enfants voulaient y retourner, revoir leur école, etc., etc. Donc, on avait décidé de passer les vacances là-bas. Et puis moi, je dis, si on passe les vacances, moi, je vais rallonger de 2 semaines. Je vais quand même courir le marathon d'Honolulu. Puis, euh, j'avais 2 semaines auparavant seule à Hawaï. Et là, je me dis, en fait, voyager en courant, ça pourrait être une belle occasion de redécouvrir cette île que je trouve absolument magnifique, mais autrement que ce que j'ai pu la découvrir quand j'y habitais. Euh, donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas faire le tour de l'île d'Oahu, donc, où est situé Honolulu. Ça fait un petit peu plus de 210 kilomètres et de finir par le marathon. Donc, 10 jours, 200 kilomètres, c'est parfait, 20 kilomètres par jour. Euh, et l'idée, c'était de m'arrêter à un endroit un petit peu, à une plage, à la fin de chacun de ces journées-là pour allier plaisir de la course et puis un plaisir de la natation aussi, puis des plages qui sont absolument magnifiques sur place. Donc, donc Moi, je suis curieux de savoir, c'était quoi ta stratégie d'endroit pour dormir? Est-ce que tu avais déjà planifié un itinéraire? ouais, alors, en fait, ma stratégie, c'était, je logeais dans l'auberge de jeunesse d'Honolulu. Et en fait, chaque jour, j'allais en voiture à mon point de départ et ensuite, je faisais de l'autostop, du stop pour revenir à ma voiture. Donc, je courais les 20 kilomètres, je faisais du stop et ensuite, je revenais donc, finalement, je rayonnais, je dormais pas à chaque fois sur place. Ah, Euh, ok. donc, l'idée derrière ça, c'était de ne pas porter des sacs trop lourds. Euh, et l'autre élément, en fait, c'était un de mes objectifs aussi de voyager en courant, c'était de rencontrer des gens. Et le fait de faire du stop, bon, c'était pas toujours concluant, hein. Parfois, j'ai dû prendre le bus parce que j'avais pas trouvé de personnes qui me prennent en stop. Mais sinon, l'idée, c'était quand même aussi de favoriser les rencontres. Donc, euh, donc j'aimais bien cette idée euh, de provoquer aussi la rencontre à travers le stop. Mais de manière générale, l'idée de voyager en courant, c'était euh, de,
bah, c'est ça, de provoquer des rencontres avec des locaux. Parce que quand on voyage, euh, quand on court finalement, euh, les gens nous sentent vulnérables et donc bah, de manière, comment ça s'appelle, presque bah, beaucoup plus naturelle, viennent à notre rencontre, discuter, etc. Et je trouve que ça fait toujours place à des belles rencontres, surtout si, puis moi ce que j'aimais bien faire, c'est euh, exprimer ma vulnérabilité aux gens que je croisais. Donc, euh, j'étais dans un petit village, aller demander de l'eau, même si je savais qu'il y avait une épicerie 2 kilomètres plus loin, juste pour créer des occasions, des prétextes d'aller parler à des gens. Et puis, les gens se livrent très facilement et dès qu'ils voient qu'ils peuvent aider, euh, bah, ils le font. Donc, c'est ça aussi l'idée de voyager en courant. Ah, c'est vraiment cool ça. Puis ça a été quoi ton plus grand apprentissage de cette expérience-là? Ouais, alors moi, il y a une phrase vraiment qui m'a j'ai dû entendre dans un podcast quand je courais, qui était une phrase de Sénèque qui dit, alors je vais peut-être la déformer un petit peu, désolé pour les puristes, mais nous n'osons pas parce que les choses sont difficiles, mais nous trouvons les choses difficiles parce que nous n'osons pas. Bon, en tout cas, moi, comme je l'ai compris, cette phrase-là, c'est souvent, on se met des barrières à nos projets parce qu'on pense que il va y avoir des obstacles, que ça va être dur, etc. Mais en fait, c'est une fois qu'on se lance, on voit que tous les obstacles, on arrive à les contourner, trouver des solutions. Ça va peut-être prendre du temps. Bah, l'étape que je pensais être facile, finalement, c'est l'horreur parce que je traverse une autoroute de 6 voies, il fait super chaud, que c'est brillant, c'est ultra dangereux, etc. Mais au final, bah, je vais trouver une solution et ça va bien se passer, etc. Donc, euh, l'idée d'être un petit peu audacieux quand on a des projets, des passions qui nous tiennent vraiment à cœur et pas d'imaginer toutes les pires choses qui peuvent arriver et de se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a une petite comment ça s'appelle, une street arteuse que j'aime pas bien, donc une personne qui fait des street art, euh, qui avait écrit une phrase aussi que j'aime beaucoup, on n'est jamais mieux asservi que par soi-même. Euh, donc, je trouve que souvent, c'est soi-même qui sommes nos propres limites à ce qu'on peut faire. Et puis, notamment chez les femmes, bah, moi, ma mère m'a beaucoup dit à chaque fois que je voulais faire quelque chose, mais attention, les risques que tu prends, mais nan, 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 c'est sûr que c'est pas trop dangereux. Donc, on se met soi-même beaucoup de barrières. Les gens autour de nous, moins au Québec, mais je trouve beaucoup plus ça aussi en France, en tant que femme, nous rappelle à chaque fois à quel point on est vulnérable. Ben non, je trouve que il faut se faire confiance et puis il faut oser et, euh, et on voit qu'en fait, ben, ça on trouve souvent des solutions. Et oui, il y aura des obstacles, et oui, il y aura des défis, mais dans la plupart des cas, ça sera, on trouvera Mhm. des manières de les contourner. Et puis, donc, c'est vraiment Clairement. l'apprentissage que. Ouais, ouais, ouais. Clairement, puis, tu sais, moi, je me rappelle d'une citation qui dit, tu sais, il n'y a pas de... il y a- on, voyons, c'est en sortant de notre zone de confort que notre zone d'inconfort s'agrandit. Puis c'est tellement vrai, puis je pense que ça fait quand même certains sens avec ce que tu dis, parce que, tu sais, si tu restes dans... On est tellement dans une société que tout peut être facile, tout peut être simple, mais si on décide de tout le temps faire le minimum, ben, je pense qu'à un moment donné, on va se contenter du minimum, puis on va développer peut-être de la paresse, puis des réflexes un peu faciles, mais quand tu décides volontairement de te confronter, de sortir de cette zone-là, puis de trouver des défis qui sont plus grands que toi, ben, tu te rends compte que les capacités
qu'on a sont bien plus grandes. Le problème, c'est les limites qu'on s'impose parce qu'on a tout le temps des capacités plus grandes que qu'est-ce qu'on croit avoir. Mais il faut vivre cette adversité-là pour les découvrir. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est, je pense qu'à partir du moment où on est passionné, on veut vraiment quelque chose, on se rend peut-être moins compte euh, on se met aussi moins de barrières. Non, cette audace, on l'a plus. Parce que moi, quand j'ai conçu ce voyage-là, bon, je ne voyais pas ça comme audacieux. Puis c'est en parlant avec les gens, notamment une fois que j'étais sur place, qui étaient waouh, tu fais ça, mais tu ne fais quoi, me montrer à quel point ça leur paraissait audacieux, alors que moi, ça me paraissait non, c'est juste je cours. Mais Mhm. je pense que c'est parce que ça me tenait tellement à cœur que je voyais pas toutes les, en tout cas moins, toutes les obstacles qu'il pouvait y avoir et en tout cas, je me sentais la force de pouvoir euh, y faire face parce que ça me tenait particulièrement à cœur. Mhm. Ah, c'est vraiment cool, ça. Puis, moi, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé ton marathon 10 jours plus tard après avoir cumulé quand même tous ces kilomètres-là. Ouais. Euh, ben, donc là, pareil, il y a toujours mon coach qui est derrière tout ça. Puis son conseil, c'était le courir, je sais plus, euh, 4, non, peut-être 45 minutes par kilomètre, qui est quand même beaucoup plus lent que la vitesse que je cours d'habitude. Et donc d'être dans une zone de confort, le courir confortablement. Euh, donc, ça a été, ça a été vraiment du plaisir du début à la fin. Après, donc la fatigue des 10 jours précédents, j'ai pas eu vraiment, j'en ai pas souffert, j'ai pas eu vraiment l'impression euh, que ça m'affectait tant que ça, en tout cas à cette vitesse-là. Mais par contre, le fait de le courir à un rythme agréable, confortable pour moi, ça fait que le marathon, c'était un plaisir décuplé. Mais quand même, un marathon, ça reste long. Donc Mhm. au bout d'un moment, je commençais même si c'était pas de la fatigue physique, au bout de 3 heures, ok, tu cours. Je commençais à bien connaître les endroits d'Honolulu, ça doit être très joli, ça fait long. Et là, je me suis amusée, non, entre guillemets, amusée, mais en fait, ça me donnait beaucoup d'énergie à sourire à tout le monde, aux bénévoles, aux autres coureurs, à les encourager, etc. Et en fait, ça a été au début c'est devenu une stratégie parce que les gens étaient tellement réactifs dès que je me mettais à avoir un grand sourire que finalement, j'avais beaucoup plus de support de la foule en ayant cet énorme sourire, en les saluant, etc., etc., que ça a été finalement un moment de plaisir, de sourire, de joie, de reconnaissance aussi, d'avoir la chance de pouvoir courir ces 40 kilomètres. Euh, Ça reste quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde peut pas, je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Euh, et, euh, et moi, je suis très reconnaissante de pouvoir avoir ce plaisir-là dans la vie. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le marathon d'Honolulu, c'est que c'est extrêmement inclusif. C'est un marathon où il n'y a pas d'heure limite, de temps limite. Il n'y a pas de cut-off. Ah Euh, ouais. et résultat, ben, on croise des personnes de tout âge. Moi, sur la ligne de départ, il y avait un garçon, il avait 12 ans. Euh, je pense que la personne la plus âgée qui a terminé, elle avait 96 ans. Euh, Wow. donc, c'est très inclusif. Et résultat, voilà, je sentais qu'avec les gens avec lesquels je courais, pareil, je partageais une certaine valeur on court tous et quels que soient nos âges, nos performances, nos capacités,
on est tous dans cette fête sportive. Donc, Mhm. Puis moi, je me demandais, là, le fait que tu as couru comme 10 jours toute seule, j'imagine un peu plus dans ta bulle, puis tout ça, le fait de courir avec une foule, puis autant de gens, ça devait quand même être déstabilisant un peu. euh, oui, effectivement. Euh, oui, alors bah, il y a un côté extrêmement entraînant de courir avec tant de personnes autour de soi. Euh, Après, on reste seul quand même, je trouve. On Mhm. court un marathon, on reste seul. En plus, le début du marathon, il pleuvait, etc. Donc tout le monde était un petit peu en train d'essayer de s'abriter, chacun dans sa bulle. Euh, donc oui, moi je trouve que c'est génial de finir avec cet événement collectif et puis de réintégrer le monde après 10 jours un petit peu plus d'autarcie méditatif et autres. Mais ouais, c'est une belle manière de finir le tout, je trouve. Mhm. Ouais, super ça. Puis le fait aussi que tu courais plus lent que ton rythme habituel de marathon, est-ce que pour toi, ça a changé quelque chose? Tu sais, si tu compares, mettons, à ton marathon Toronto. de Toronto que tu as fait vraiment à ta pleine capacité de ce moment-là, versus l'autre, lequel qui a été le plus agréable pour toi? Bah, en termes de... Le premier, je pense, le premier marathon, ça reste le premier. Donc, effectivement, c'est un moment fort. Il y a forcément de la fierté à la fin. Donc, je pense que ça restera un marathon incomparable par rapport à tous les suivants. Après, le fait de courir pour le plaisir, euh, déjà, en fait, c'est pas si facile que ça pendant les premiers kilomètres en disant, OK, non, je cours pas pour le temps. Euh, Hmm, ça, ouais, hein? ça reste quand même, c'est pas le mindset, l'état d'esprit quand même habituel. Donc, j'ai dû un petit peu me restreindre. Ce qui a créé, je pense, une petite, quand même, en toute honnêteté, une petite frustration, mais positive. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, tiens, cette année, je vais essayer quand même de courir pour le temps. Question euh, de voir et puis jusqu'où je peux aller. Donc, je dis que le temps, c'est pas important, mais en même temps, ça peut être une expérience en tant que telle, de courir une fois vraiment avec ça en tête. Euh, mais le fait de courir aussi par juste en dessous finalement de ses capacités, bah déjà ça donne vraiment confiance en disant bah 40 km c'est tout à fait faisable. Si on prend son temps, et ça reste un plaisir festif. Et c'est ça qui est, je trouve, aussi important dans le marathon, c'est le fait de courir tous ensemble avec des gens qu'on ne connaît pas, mais Mhm. qui ont quand même tous des histoires. On sait que derrière un marathon, il y a une histoire personnelle qui est forte. Moi, avant de courir des marathons, je me rappelle qu'à chaque fois que j'allais encourager des marathons, que je voyais des marathons, je pleurais juste en m'imaginant l'histoire de chaque personne derrière ce marathon. Parce que c'est des gens qui ont sacrifié, qui se sont dépassés, qui ont certainement sacrifié certains éléments de leur vie, en tout cas qui ont osé. Euh, Mhm. donc, je trouve qu'il y a quelque chose de collectivement et individuellement très, très fort dans chaque marathon, même si c'est pas seulement en courant, mais en tant qu'observateur. Euh, c'est, c'est des événements que j'aime beaucoup. Mhm. Ouais, puis ça nous prouve encore une fois que tu sais, les capacités qu'on a sont souvent plus grandes que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. Tu sais, moi, si on m'aurait dit il y a 20 ans, tu vas courir un marathon un jour, j'aurais jamais cru à ça, là. C'est clair. Puis quand je l'ai fait, j'ai fait OK, cool. Puis là, je me posais la question, bon, ben, ça veut dire que je suis capable de courir un marathon. Il y a plein de choses que je me disais pas être capable de faire que je vais être Mm, mm. capable de faire. Ça, moi, ça a ouvert beaucoup le champ des possibilités, en tout cas pour moi.
mm. Mais je trouve que ta réflexion est bonne de voir, ça montre qu'est-ce qu'on est capable de faire ou pas. Mais je trouve qu'il y a un moment où il faut plus poser la question de est-ce que je suis capable ou pas, mais c'est est-ce que j'aime ça ou pas. C'est-à-dire que courir un Ouais, ouais, 120 ouais. km, ok, bah, peut-être que je serais capable, mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que c'est vers là que j'ai envie de mettre mon énergie et mon temps, etc. Donc, euh, aussi de switcher cette pensée en disant, bah, oui, peut-être que si je m'y mettais, je serais capable, mais qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai envie de me prouver encore quelque chose ou alors j'ai juste envie d'expérimenter euh, quelque chose et puis d'apprendre sur moi-même ou d'apprendre sur les autres ou autres. Là. Mais Mhm. puis là, aujourd'hui, je suis plus dans l'état d'esprit, non pas me prouver des capacités que j'ai ou que j'ai pas, mais plutôt d'expérimenter qu'est-ce qui me plaît particulièrement. Et voilà. Mhm. OK, OK, super ça. Puis, c'est quoi tes prochains défis par curiosité? Euh, Prochain défi, mais cet automne, il y a quand même un marathon du Petit Train du Nord, donc je vais essayer quand même d'aller sous la base des 3 heures. Et puis, je pense que l'idée de voyager en courant, c'est peut-être pas je vais peut-être pas le refaire cette année, même si je vais peut-être faire quelques, quelques week-ends en courant, etc. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais continuer à explorer parce que je trouve que c'est effectivement euh, très agréable de découvrir un paysage, une ville, une culture en courant. Donc, que ce soit le Japon ou autre terre plus un petit peu lointaine que je connais un petit peu moins, mais qui malgré tout, bah, euh, chaque bout de paysage euh, a son intérêt. Donc, je pense que je vais continuer à explorer ce volet-là. Mhm. Puis, est-ce que l'aspect de courir en nature est encore là aussi? Ouais, ouais, ouais. Moi, courir en nature, oui, mais si c'est courir en nature, c'est pas faire de course de trail, c'est-à-dire que ça va être pour moi, donc à Mhm. mon rythme, et puis avec les itinéraires aussi le relief, parce que course en trail, ben, c'est souvent quand même beaucoup de dénivelé. euh, et, et ça, il y a un volet qui me plaît bien, mais il y a un volet que j'aime un petit peu moins, donc les descentes notamment. Donc, voilà. Mhm. Puis sinon, est-ce qu'il y a des destinations que tu as que tu aimerais aller faire un marathon un jour, autre, ou est-ce qu'il y a d'autres courses qui sont sur ta bucket list que tu vas absolument faire un jour? Euh, Il n'y a pas une course en particulier qui est sur ma bucket list. Je pense que toute course qui dans un endroit que je connais pas trop urbain, mais ça peut être aussi très urbain, mais comme Chicago ou euh, que je connais pas, que j'aimerais bien découvrir. Euh, donc, que le marathon puisse être le prétexte de découvrir une ville ou un endroit euh, de manière privilégiée, ça, je pense que oui. Donc, il n'y en a pas une en particulier, mais je pense que je pourrais embarquer sur beaucoup. Mhm. OK, OK, super ça. Puis moi, je suis curieux de savoir, en terminant, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui prépare son premier marathon ou qui veut préparer son premier marathon, puis en profiter, puis avoir du plaisir? Ça serait quoi ton meilleur conseil? Bah, déjà, s'il veut avoir du plaisir, effectivement, c'est de garder ça à l'état d'esprit. C'est-à-dire que pour moi, c'est le plaisir qui doit être à la base de tout, puis de la motivation et au final de la performance. Et puis, l'autre conseil, c'est bah, de se faire accompagner par un coach ou de faire partie d'un club de course. Moi, je trouve que c'est quand même, en termes aussi bien de motivation que d'apprentissage, euh, on peut télécharger des plans de course
On peut regarder, écouter plein de podcasts, mais quand même cette dynamique d'un club de course ou d'un coach, je trouve que c'est irremplaçable. En tout cas, moi, ça fait une énorme différence et c'est vraiment la recommandation que je ferais. Super recommandation pour vrai, ouais, je suis très d'accord avec tout ça. Donc, écoute, Cléo, ben merci beaucoup à toi, puis félicitations pour ton parcours super inspirant, là. C'est vraiment ton projet de Hawaï, c'est vraiment, vraiment cool, là. Je trouve ça vraiment inspirant. Bah, merci beaucoup si ça peut en inspirer d'autres. Puis moi, sur le Hawaï, euh, moi, ce que j'ai envie que les gens retiennent, c'est que il n'y a rien de difficile là-dedans. C'est organiser un voyage en courant, 20 kilomètres ou n'importe le nombre de kilomètres que les gens veulent. C'est, euh, c'est, il n'y a rien d'extraordinaire, mais par contre, ça permet vraiment de découvrir un endroit de manière autrement, plus connecté à la nature, parce que quand on court, c'est autre chose que quand on se déplace, même en vélo ou en auto. Chaque bout de paysage, on se les remémore, on se les, en tout cas, on en profite beaucoup plus. Les rencontres, ben, c'est sûr que ça les facilite. Et puis, c'est aussi un moyen de se découvrir ou de découvrir euh, effectivement différemment soi-même ou des pans de la culture locale. Donc, je pense que j'espère pouvoir en inspirer d'autres. C'est pas difficile c'est pas compliqué à organiser. Il suffit juste de se prendre le temps puis d'en avoir envie. Mhm. Super, ouais, ben vraiment, vraiment super ta recommandation, là. Puis ouais, puis je pense que t'as raison, c'est tellement. J'ai une amie, moi, qui disait ça, qu'elle allait faire des marathons dans des villes justement pour découvrir des villes. Puis je trouve que c'est intéressant cette approche-là parce que c'est vrai Mhm. qu'il y a quelque chose qui est un peu exploratoire là, d'aller découvrir, je sais pas, peut-être New York, Chicago, peu importe quelle ville, là, c'est quand même intéressant. Puis ou sur d'autres continents même, là. Mhm. Puis au-delà des courses toutes tracées, faire Ouais. une course selon ses propres centres d'intérêt, si c'est Mhm. en fonction de chacun d'entre nous, bah, effectivement, est-ce que c'est le Japon, est-ce que c'est les Alpes japonaises Mhm. Ouais, puis c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un événement pour se motiver, là. c'est ça. Fait que, super. Ben écoute, merci beaucoup à toi, puis ben bonne continuité. Et ben Ben, merci beaucoup. ah, puis oui, bonne chance avec le Petit Train du Nord, qui est un marathon assez rapide s'il n'y a pas de canicule, chaleur. Ouais, 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 effectivement, bah, merci. Bah, à cette époque de l'année, effectivement, c'est un bon temps et puis un bon moment dans l'année et puis un parcours très agréable. Donc merci beaucoup. Super, merci à toi.